Bonjour tout le monde. Hop, je suis avec Lisa. Salut Lisa. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer le salon virtuel du PVT Australie qu'on vous a promis pour le mois de septembre. Et c'était pas Morgane qui normalement devait présenter cette première conférence avec Lisa, mais malheureusement, la météo dans le sud de la France fait que plus de son, plus d'image. C'est moi qui prends la relève, mais pour les prochaines conférences du mois de septembre, ce sera bien Morgane qui va venir vous informer. Alors, donc moi, Julie de pvtis.net, j'ai fait un PVT Australie il y a pas mal de temps maintenant et c'était une des meilleures années de ma vie. Donc, on va parler aujourd'hui de la demande de PVT, des choses à savoir sur ce PVT spécifiquement, ses critères de participation, mais on va essayer aussi de vous transmettre un petit peu l'ADN du PVT, ce que ça peut vous apporter. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi sur cette thématique-là. Donc, le mois de septembre, ça va comporter pas mal de conférences. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le tout début du projet, la demande de PVT. Demain, on va parler Morgane et Lisa parleront des préparatifs avant l'arrivée. Mercredi midi, on sera sur Instagram. Il n'y a pas besoin d'inscription pour des questions-réponses en direct sur le PVT en Australie. La semaine prochaine, on parlera des démarches à l'arrivée. On parlera également de la recherche de job et de logement. Je pense que c'est un des sujets qui vous intéresse le plus. On sera de nouveau le mercredi midi sur Instagram. Et puis pour la dernière semaine, on parlera de l'achat d'un véhicule, chose que vous êtes très nombreux à faire. Et on parlera du renouvellement du PVT si jamais vous avez envie de rester plus d'un an en Australie. C'est important, même si vous n'êtes pas encore sûr, de peut-être commencer à collecter un petit peu d'informations pour bien faire les choses comme il faut pour que le jour de votre demande de deuxième PVT Australie, vous ayez tout ce qu'il faut sur vous. Lisa, je te laisse te présenter à ton tour. Merci Julie pour cette présentation et de toi et du planning. Donc en effet, moi je travaille principalement avec Morgane qui sera là à partir de demain en binôme sur le site whaustralie.com. On a lancé ce site en parallèle de pvtist.net pour que vous soyez le mieux accompagné possible, pour avoir une ressource en plus aussi gratuite, tout comme pvtist.net. Le site a à peu près 1 an et demi, donc voilà, on en est assez fiers, c'est un peu notre bébé à nous, donc on est là aussi pour vous en parler aujourd'hui. Et puis, comme l'a dit Julie, on va s'intéresser aujourd'hui aux grandes lignes du PVT Australie, en tout cas comment le demander, ce qu'il faut savoir pour se lancer, et puis vous pourrez poser vos questions sur cette thématique. Tout à fait. D'ailleurs, on précise pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout qu'on va vous proposer un replay de ce live, soit parce que vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, soit parce que vous avez besoin de réécouter des choses. On vous enverra dès demain un email avec des liens utiles, le lien vers le replay, etc. Alors, on va commencer pour aujourd'hui. Donc, en première information, on va vous donner les grandes lignes de ce PVT parce que parfois, vous avez fait un PVT au Canada, un PVT au Japon, ce genre de choses. Donc, il y a des spécificités à connaître et donc, c'est Lisa qui va commencer. Super, merci beaucoup. Alors, pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information, surtout puisque parmi vous, comme le disait Julie, il y a des personnes qui sont sûres de partir, d'autres pour qui c'est encore un petit peu en phase de maturité, d'autres qui ne savent pas trop, qui s'intéressent juste à la destination. Donc, on va vraiment remettre un petit peu tout à plat. Le PVT, il va vous permettre de partir en Australie pendant 1 an, voire 3, puisqu'il est renouvelable 2 fois sous certaines conditions. Il a également un âge limite. Il va être accessible jusqu'à 35 ans si vous êtes français, par exemple, et 30 ans si vous êtes belge. C'est vraiment en fonction de votre nationalité. Ça veut dire que vous pouvez faire la demande de PVT jusqu'à la veille de vos 31 ans pour les Belges et jusqu'à la veille de vos 36 ans pour les Français. C'est un visa qui vous demande quelques conditions obligatoires, entre guillemets, comme par exemple avoir un titre d'identité évidemment valide comme le passeport, qui va devoir être valide toute la durée de votre visa. Également une assurance santé. Comme on peut le voir parfois écrit, l'assurance, elle est obligatoire. Voilà. Si vous voyez une information qui va dans le sens contraire, l'information officielle, c'est vraiment que vous devez avoir une assurance santé pour partir en Australie. On en reparlera à la fois dans les autres conférences et puis aussi un petit peu aujourd'hui. Ne faites pas l'impasse dessus puisque la santé en Australie est assez onéreuse. Donc vraiment faites attention à ça. Vous allez devoir aussi avoir une preuve de fonds pour que l'Australie puisse voir que vous détenez assez d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ça, vous en aurez besoin pour la demande de visa, mais également à votre arrivée à l'aéroport.
Ce visa, il est payant aussi, comme la plupart des PVT. Vous devrez payer 670 dollars australiens et également des frais de paiement par carte bancaire. Donc, ces frais de paiement, ils sont à hauteur de quelques euros ou quelques dollars, à peu près 8 dollars et quelques, en fonction de quelle carte bancaire vous avez. Donc, voilà, si vous voulez faire votre budget au centime près, il faut quand même le prendre en compte. Vous verrez de toute façon, on vous en reparlera également, mais on a des tutoriels dédiés qui sont extrêmement précis et extrêmement détaillés. Vous aurez vraiment toutes les informations à l'intérieur. Et une dernière information qui est quand même relativement utile à connaître, c'est que le PVT Australie est simple à demander, il est relativement facile et rapide. Vous n'avez pas de quota et pas de tirage au sort. Si certains parmi vous se sont intéressés au PVT Canada, par exemple, c'est le cas pour les Français, les Belges, etc. au Canada. Là, pour l'Australie, vous serez tranquille. Normalement, quand vous demandez votre visa, si vous avez bien tout rempli, vous avez votre PVT. Super. Merci beaucoup, Lisa. Alors, je me disais que ça pouvait être sympa avant de passer à la suite de vous demander en commentaire si vous avez déjà peut-être votre billet d'avion, quand est-ce que vous partez, où est-ce que vous partez, ou est-ce que vous êtes un petit peu en recherche d'infos pour le moment. N'hésitez pas, ça fera aussi un peu d'interaction avec nous et ça nous expliquera un petit peu concrètement où vous en êtes dans le projet. Alors, du coup, on va parler maintenant de l'ADN du PVT Australie et du PVT en général, parce qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas très bien comprises. Donc, on va un peu revenir sur les fondamentaux. Donc, vous n'avez pas l'obligation en PVT de trouver un emploi avant de partir. C'est vraiment le point positif du PVT. Le point positif qui peut aussi vous stresser, mais le point positif quand même, parce que dans les permis de travail, les visas de travail classiques, normalement, il faut trouver un employeur qui soit prêt à se démener pour nous, pour qu'on puisse partir. Là, le principe du PVT, c'est de prendre les choses dans l'autre sens. Vous avez un visa valide 1 an, qui vous autorise à partir, à déposer des CV, à rencontrer des gens, peut-être prendre un petit boulot qui vous intéresse pas beaucoup pour ensuite gagner des sous et en chercher un autre, changer de ville si finalement celle où vous êtes arrivé vous plaît pas. Et donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très confortable. Bien sûr, comme je le disais, ça vient avec son lot un petit peu d'angoisse. Est-ce que je vais trouver du boulot? Comment je vais faire si je trouve pas, si je parle pas assez bien anglais? Mais rassurez-vous, en étant sur place, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se passent qu'en envoyant des emails en étant à 10 000 km du pays. Donc, pas d'obligation de trouver un emploi avant de partir. Ça veut dire que si vous avez des économies sur votre compte et que vous demandez votre visa, vous pouvez partir assez rapidement et c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on vous recommande. Je parlais de budget parce que pour pouvoir vivre en Australie, pour pouvoir se payer son logement, l'auberge de jeunesse au début ou le Airbnb, puis trouver une colocation ou acheter un véhicule et puis sortir, manger, il faut de l'argent de côté. Donc, c'est important d'estimer au mieux son budget puisque donc l'Australie demande au moins 5 000 dollars d'économie, mais c'est à vous d'estimer votre budget en fonction de votre projet. Il y a des gens qui arrivent, ils veulent tout de suite travailler, d'autres vont acheter tout de suite un véhicule et voyager pendant 1 mois. Ces deux types de personnes n'ont pas du tout le même budget, donc n'hésitez pas à télécharger l'application PVTist sur votre téléphone. Dessus, vous verrez qu'on a un simulateur de budget. Ça peut aussi vous permettre de voir que si vous allez à Sydney ou dans une toute petite ville de la Western Australia, vous n'aurez pas besoin aussi du même budget. Également, si vous partez en couple, notez que vous devez avoir chacun votre visa. Donc, un PVT pour l'un, un PVT pour l'autre, ou un PVT pour l'un, un visa d'études pour l'autre, peut-être. Il n'y a pas de faveur pour les conjoints des PVTistes en Australie, comme on peut le voir par exemple au Canada. Le Canada, c'est le seul pays qui propose un peu une solution. Si vous avez un conjoint d'un âge ou d'une nationalité qui n'est pas éligible au PVT, il ne pourra pas se rattacher à vous. Il va falloir qu'il trouve sa solution pour partir. Si vous avez un enfant, vous avez le droit de partir en PVT en Australie, mais sans lui. Autant il y a des pays du PVT où on ne peut pas partir si on a un enfant, d'autres où on peut partir avec son enfant comme le Canada, mais l'Australie, c'est un peu l'entre-deux. On peut partir, mais sans lui et à la condition de déposer une demande de PVT papier et non sur le site internet des autorités australiennes. Autre chose qui revient souvent, vous n'avez pas du tout l'obligation de faire les fameux 88 jours de travail spécifique. Généralement, les gens le font dans des fermes, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ces 88 jours, c'est, si vous les faites, l'accès à un deuxième PVT Australie. Mais si vous n'avez pas du tout envie de faire une deuxième année en Australie ou si aucun des métiers spécifiques ne vous intéresse, vous n'avez vraiment pas l'obligation de faire les 88 jours. J'ai eu souvent des gens qui m'ont dit « je ne veux pas aller en Australie parce que moi, je ne veux pas bosser là-dedans ». Il n'y a pas de problème. Vraiment, attention à ne pas confondre vos possibilités et vos obligations.
Également, en Australie, vous avez une restriction qui fait que vous pouvez travailler que 6 mois maximum pour le même employeur. Au bout de 6 mois, vous devez en changer. Donc vous verrez dans les liens qu'on va vous envoyer demain, on va vous donner un article qui est sur pvtis.net, peut-être aussi sur whvaustralie.com d'ailleurs, qui vous parle des exceptions, avec cette règle des 6 mois. Par exemple, vous travaillez dans une ferme, vous êtes au pair quand vous vous occupez d'enfants dans une famille, et d'autres cas encore sont exemptés en fait de cette règle des 6 mois maximum pour le même employeur. Mais dans tous les autres cas, il y a cette règle-là qui fait que vous allez devoir changer à un moment donné, et c'est aussi ce qui fait parfois qu'un employeur dans un boulot peut-être plus qualifié, va pas vouloir s'embêter avec un PVTiste. Il va peut-être se dire, bah oui, mais dans 6 mois, tu vas devoir partir malheureusement, donc je vais plutôt embaucher un Australien. C'est pas sûr que ça arrive, mais en tout cas, c'est un des enjeux des PVTistes. Voilà pour les critères, les caractéristiques de ce PVT Australie. C'est encore à moi, pardon. Autant pour moi. En plus, c'est la slide que je préfère. Donc, les raisons de partir en PVT en Australie. Des raisons, il y en a 8000, hein, évidemment, il faut un peu faire des choix. Mais si on devait en nommer que 7, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu à la fin, pendant le temps de questions-réponses, si vous avez des questions là-dessus. La première, ce serait que vous allez découvrir une nouvelle culture, vous allez pouvoir voyager dans un environnement qui est très différent de ce qu'on connaît chez nous. Je pars du principe que vous êtes peut-être français, belge ou canadien. Les paysages sont différents. La faune est différente, évidemment, les kangourous, les koalas, les wombats, les kokas, vous avez sans doute vu ça sur Internet. Et ben c'est ça aussi que vous allez découvrir en Australie, tout ce qui est outback, les canyons, la grande barrière de corail, bien sûr, sans oublier la barrière de corail qui est aussi à l'ouest de l'Australie, qui est moins connue. Voilà, c'est quelque chose qui va... Si vous voyagez, en tout cas pendant votre PVT, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Vous allez vraiment faire des très belles découvertes. Également, une des raisons, ça peut être si vous avez envie de vous améliorer en anglais, ou en tout cas d'apprendre l'anglais. Bien évidemment, être en immersion, c'est la meilleure façon de s'améliorer dans une langue. Au début, c'est pas forcément facile. Vous allez le ressentir dès le premier jour, peut-être à l'auberge de jeunesse, peut-être auprès du banquier avec qui vous allez vouloir ouvrir un compte en banque, ou auprès de l'opérateur téléphonique que vous allez choisir. Mais c'est pas grave. Essayez de pas trop complexer. Lancez-vous. Même si votre grammaire est bof, même si vous maîtrisez pas bien le passé, le futur, on en a connu des PVTistes comme ça, lancez-vous, parce que ce qui est certain, c'est que plus on parle une langue, mieux on la parle. En étant trop pudique, en ayant peur de faire des erreurs, on risque de passer une année entière à pas parler anglais. Donc lancez-vous, et vous devriez vraiment revenir avec un meilleur niveau de langue. Vous serez peut-être pas bilingue, parce que bilingue, ça veut vraiment dire qu'on parle très bien, mais en tout cas, vous aurez un niveau bien meilleur. Troisième chose intéressante avec le PVT en Australie, c'est que le PVT en général vous permet d'autofinancer votre séjour. Quand vous faites 1 mois de vacances en Australie sans avoir le droit de travailler, voilà, vous dépensez de l'argent et c'est tout. Là, vous allez pouvoir alterner vacances, travail. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon PVT. J'ai commencé pendant 2 mois et demi environ, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai voyagé pendant 1 mois. J'ai retravaillé pendant environ 3 mois. Ensuite, je suis allée un petit peu en vacances en Nouvelle-Zélande et en Asie. Et j'ai fait ça. J'ai alterné à chaque fois. Attention à pas attendre le dernier moment pour rechercher du boulot. J'ai fait cette erreur à un moment donné. Je me suis retrouvée avec $10. C'est là que le réseau m'a sauvée. J'avais un copain anglais qui m'a dit « C'est bon, à mon travail, il recrute, viens ». Donc, du coup, j'ai pu le retrouver et commencer à travailler dès le lendemain. Mais ça s'anticipe quand même un petit peu de faire une alternance vacances-travail. Vous pouvez aussi décider de travailler pendant 6 mois et ensuite de voyager. Ça, c'est vous qui dessinez votre PVT comme vous en avez envie. 4e point, faire des rencontres. Honnêtement, je ne connais pas tous les pays du PVT, mais j'en connais pas mal, en PVT ou en tant que touriste. Mais vraiment, l'Australie, c'est le pays du PVT, c'est le pays des voyageurs. Vous allez rencontrer plein de gens. Certains vont vraiment être des petites rencontres sympas, une soirée, vous allez sortir dans un bar avec tous les gens de votre auberge. Il y en a que vous allez côtoyer plusieurs semaines, peut-être au travail ou dans une colocation. Il y en a d'autres qui vont devenir vos amis. Il y en a que vous reverrez après votre PVT. Dans tous les cas, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours dit que c'était une colonie de vacances pour adultes, le PVT en Australie. Donc, n'hésitez pas au maximum à aller en auberge de jeunesse plutôt qu'en Airbnb, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens. Et puis, les rencontres mènent à d'autres rencontres, mènent à des opportunités d'emploi, etc. Donc, voilà, moi, les rencontres, c'est ce que j'ai le plus aimé pendant mon PVT.
Hier, le hasard fait que hier, j'ai retrouvé un vieux disque dur et que j'ai regardé mes photos d'Australie et j'étais là: «Oh, lui, elle, ah là là, c'était trop bien» et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas de faire des belles rencontres pendant votre PVT. Ensuite, évidemment, partir en Australie, c'est vraiment se challenger, hein, sortir de cette fameuse zone de confort. Vous partez loin, vous connaissez peut-être certainement personne là-bas. C'est une autre langue, c'est aussi une autre culture, même si elle n'est pas hyper éloignée de la nôtre. C'est pas comme si vous alliez en Corée du Sud, par exemple, ou en Uruguay, mais quand même, c'est une autre culture, vous le découvrirez. Vous aurez un gros décalage horaire, donc vous pourrez pas passer votre temps à contacter vos proches non plus. Donc voilà, c'est un challenge, mais honnêtement, on est tous hyper contents de le faire parce qu'en fait, c'est en faisant ça qu'on découvre beaucoup de choses sur soi. On découvre un petit peu, voilà, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. On découvre nos limites, genre les choses qui passent pas ou les choses qui nous déstabilisent, peut-être la solitude, peut-être le fait de vivre en colocation avec des gens. On avait envie de le faire et en fait, on déteste ou à l'inverse, peut-être découvrir des trucs qu'on adore et du coup, ça fait en général, beaucoup mûrir, on s'ouvre beaucoup l'esprit et puis on revient hyper confiant. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu timides, qui disent être revenus de leur PVT en Australie beaucoup plus, beaucoup plus. C'est pas ouvert le mot, parce que c'est pas parce qu'on est timide qu'on n'est pas ouvert, mais beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile pour eux d'aller vers les autres. Donc voilà, ça apporte aussi beaucoup de savoir-être, de soft skills comme on dit, et c'est des choses aussi que vous pourrez valoriser à votre retour d'Australie. Avant-dernier point, le climat, bien sûr, hein. Alors évidemment, j'insisterai jamais assez sur l'importance de protéger votre peau, vos yeux, votre tête de ce soleil australien qui est coriace. Mais en dehors de ça, si vous tournez, vous voyagez un petit peu dans le pays au bon moment, vous pouvez vraiment passer une année entière au soleil avec des températures hyper agréables. Si vous restez quelque part, vous aurez un hiver, bien sûr, mais c'est pas non plus un hiver hyper rigoureux. C'est super sympa d'avoir ce climat australien. Et puis peut-être que pour vous, comme ça a été le cas pour moi, peut-être que ce sera votre premier Noël et Nouvel An au soleil, sur la plage, en maillot de bain. Il n'y a pas d'ambiance de Noël, je trouve, mais c'est quand même assez sympa à vivre. Et puis évidemment, la facilité d'accès du visa. Quand même, quand on voit notamment le PVT Canada qui plaît beaucoup, qui est sur tirage au sort, là, il reste 10 places pour presque 19 000 candidats à l'instant où je vous parle. Bon, là, le PVT Australie, on le demande. Parfois, on attend un peu, hein, on va y revenir un petit peu après, mais dans tous les cas, on est quasiment sûr d'avoir une réponse positive. Le taux d'acceptation est à 99,8% pour les candidats français, belges et canadiens. Donc ça, c'est quand même vraiment cool de ne pas être dans une loterie. Voilà pour le dernier point. C'était une très bonne transition, Julie, vers ce dont je vais vous parler juste après. On va du coup maintenant parler de la demande de PVT, la demande de visa pour vous. On va vous faire un mini tutoriel. Évidemment, je vous le disais en préambule, mais on a des tutoriels détaillés, vraiment ultra détaillés, point par point, étape par étape, que ce soit sur pvtist.net ou sur whvaustralie.com. Non seulement ils sont détaillés, mais ils sont aussi à jour. On fait vraiment attention et on veille vraiment chaque année à refaire nous-mêmes la démarche de demande, etc., pour voir s'il y a eu des nouveaux écrans d'ajouter, des nouvelles questions, pour que vraiment vous ne soyez pas surpris à la lecture des tutoriels si c'est différent du site de l'immigration. Donc, ils sont vraiment à jour, pas d'inquiétude. Ils vous aident aussi à éviter les erreurs entre gros guillemets bêtes, c'est-à-dire plutôt des erreurs d'inattention. Des questions que vous auriez lues en diagonale parce qu'un peu excité de faire sa demande de PVT et de le recevoir et de partir en Australie. On connaît ça quand on demande un PVT. On sait que parfois, on peut éviter les petites lignes en se disant « c'est bon, j'ai tout lu ». Là, au moins, vous êtes sûr qu'étape par étape, on vous dit exactement ce qu'il faut mettre en fonction de votre cas particulier, évidemment. Donc, pour commencer, et je vous l'ai aussi déjà précisé tout à l'heure, vous devrez avoir un passeport valide pendant toute la durée de votre séjour. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que votre passeport se périme avant de faire votre demande, on vous conseille quand même de le refaire avant et ensuite vous ne serez pas embêté, vous pourrez faire tranquillement votre demande de PVT. Si jamais vous hésitez encore une fois à rester plus longtemps en Australie, mais vous vous dites que c'est peut-être une possibilité, et même juste pour pouvoir vous ouvrir à cette possibilité d'éventuellement rester une deuxième ou une troisième année, veillez à ce que votre passeport soit valide tout autant de temps que vous pourriez rester en Australie pour votre PVT et même après si vous devez faire du tourisme. Donc ça, c'est vraiment la première étape à laquelle vous devrez faire attention. Ensuite, pour faire la demande de visa,
C'est assez simple, il faudra vous rendre sur le site de l'immigration australienne. C'est vraiment le site officiel, il n'y a aucun autre site sur lequel vous pourrez faire votre demande. Faites bien attention à ça également. Et vous devrez vous créer un compte sur ce site. Donc le compte s'appelle un IMI account, I2MI et account comme un compte en anglais. Je vous le donne comme ça pour que vous soyez familier avec le mot quand vous lirez les tutoriels. On en parle partout, ça va vraiment être votre mot de référence quand vous devrez vous connecter et aller voir l'état de votre visa quand vous attendrez peut-être de le recevoir. Ensuite, vous allez fournir les documents, votre passeport, votre preuve de fonds. Julie l'a précisé tout à l'heure, mais ça va être de 5 000 $ canadiens. C'est à peu près 3 000 € pour l'équivalent. Évidemment, c'est toujours en fonction du taux de change qui sera en vigueur quand vous ferez votre demande, mais l'équivalent, c'est à peu près celle-ci. Vous devrez également payer votre visa, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de 670 $ australiens, plus des frais de paiement par carte bancaire en fonction de la carte bancaire que vous utilisez. Parfois, on va vous demander également de passer un examen médical. Alors ça fait partie des cas particuliers qui ne sont pas demandés obligatoirement, mais on va vous le demander une fois que vous aurez payé votre visa et que vous aurez fait votre démarche. Ça va vraiment être en temps 2 s'ils voient que dans votre déclaration, il y a besoin pour l'immigration australienne d'avoir une visite médicale de votre part. Il faut savoir qu'elle est payante et elle est à vos frais. Donc ça, c'est pareil, il faudra le prévoir dans votre budget si vous pensez que vous avez un cas particulier qui s'applique au fait de faire un examen médical. Vous pourrez le faire, c'est important quand même de le savoir, auprès d'un médecin agréé seulement. C'est-à-dire que votre médecin traitant, s'il n'est pas dans la liste des médecins agréés, vous auriez beaucoup de chances qu'il le soit, mais s'il ne l'est pas, n'allez pas chez lui pour faire votre visite puisqu'elle ne comptera pas. Il faut vraiment faire attention et aller sur la liste des médecins agréés par le gouvernement australien. Là, vous attendez. C'est la phase où vous attendez de recevoir votre visa. Généralement, c'est en quelques heures, même parfois quasiment instantané. Quelquefois, vous le recevez en quelques jours et d'autres en quelques semaines. Il y a des cas particuliers dont Julie a parlé et elle en reparlera en détail juste après, qui en fait vous obligent à attendre un petit peu plus longtemps. Vous avez fait une visite médicale, par exemple, donc le temps de la valider, on vous fait attendre un petit peu plus de temps, ou vous avez un casier judiciaire pour X ou Y raison, ça c'est un autre détail, mais en tout cas, on vous fera attendre un petit peu plus longtemps également, ou un passé au niveau de votre profession que vous auriez pu exercer. Donc là, il faudra prendre votre mal en patience. Les délais viennent de raccourcir. Ils ont raccourci vendredi ou dans le week-end, il me semble. Oui. Donc, on gagne encore quelques jours, ce qui n'est pas négligeable. Mais en tout cas, prévoyez ce petit temps quand vous faites votre demande de visa. Et on vous le précise aussi toujours, n'achetez jamais votre billet d'avion avant de recevoir votre PVT, puisqu'on ne sait jamais combien de temps on va le recevoir. Et une fois que vous le recevez, vous avez bien 12 mois pour partir. Donc, vous avez quand même le temps de préparer votre voyage. Il ne faut pas non plus que ce soit trop précipité. Les délais sont relativement aléatoires, encore une fois, hein, je vous le disais. Mais en tout cas, d'après les retours qu'on reçoit, s'il y a certaines personnes pour qui ça peut être quand même un petit peu plus long. Donc voilà, on anticipe, on ne prend pas son billet d'avion trop tôt, sinon ça fait aussi perdre de l'argent et ça ajoute du stress dont on n'a pas forcément besoin quand on part en PVT. L'Australie, c'est quand même un pays qui est loin, donc ça rajoute pour certains une petite dose de stress en plus. Donc on anticipe, on se prépare bien, on lit bien toutes les questions en entier et tous les détails qu'on nous demande. Et puis ensuite, vous pourrez, je vous le disais tout à l'heure sur votre fameux IMI account, suivre l'évolution de votre visa, voir si vous l'avez reçu, etc. Et puis nous, en fonction des annonces gouvernementales, on met chaque mois à jour l'évolution des délais de traitement. Donc, on l'annonce aussi sur les réseaux sociaux. Normalement, vous ne devriez pas louper l'information. D'ailleurs, elle est annoncée aujourd'hui. Mais en tout cas, on suit ça pour vous, pour que vous ayez ce petit stress également en moins et que vous puissiez vous tenir au courant. Super. Alors, oui, qu'est-ce qui fait que le visa peut prendre du temps? Il y a des choses que tu as évoquées déjà, mais ça, c'est les 4 cas les plus fréquents. Pour le coup, c'est toi qui détaille ça? Ouais, je peux en parler sans souci. Ça, c'est vraiment des conseils aussi qu'on vous donne, où on vous dit de faire attention. Il y a vraiment quelque chose qui est primordial, c'est de ne pas mentir sur votre demande. C'est pas parce que vous êtes concerné par un cas ou un autre qu'on va forcément vous refuser votre PVT. En revanche, on vous le refusera et on vous interdira l'accès au territoire pour un maximum de 3 ans si on se rend compte que vous avez menti sur votre demande. Si par exemple vous avez un casier judiciaire, il faut le dire. Si vous avez un problème de santé, il faut aussi le préciser.
Si vous avez voyagé dans tel ou tel pays avant, également, vous le déclarez. C'est que des questions qui existent et auxquelles vous devez répondre de manière la plus franche possible. Vraiment, ne prenez pas le risque de mentir, surtout que voilà, il y a quand même très peu de chances que votre visa soit refusé. C'est juste que l'immigration australienne estime que pour certains cas, ils ont besoin de pousser un peu plus les vérifications. Mais ça ne veut pas du tout dire que votre aventure australienne s'arrête là. Vous avez plus de risques que ce soit le cas en mentant. Je vous le disais juste avant, mais aussi acheter son billet d'avion avant d'avoir son visa, c'est quand même l'erreur que font peut-être franchement 50% des PVTistes dont on a le retour, nous en tout cas, c'est assez commun et puis c'est embêtant parce que si vous n'avez pas pris, admettons, d'assurance annulation qui vous rembourserait tout le billet ou de pouvoir décaler votre date de départ, vous allez perdre de l'argent. C'est quand même des sommes qu'on aimerait bien et qu'on préférerait avoir sur notre preuve de fonds pour l'Australie. Il faut pas trop creuser dans ces économies non plus. Et puis, ça vaut pareil pour le deuxième PVT. On va aussi avoir une conférence pour parler du renouvellement de visa. Mais vraiment, pour ceux qui rentrent dans leur pays d'origine entre les deux visas, attendez bien de recevoir votre PVT pour prendre votre billet d'avion. On parlait également d'un cas particulier dans une carrière professionnelle. Par exemple, vous avez eu une carrière dans les forces de l'ordre, dans l'armée. Ça, il faut aussi le déclarer puisque ça fait partie des raisons pour lesquelles on pourrait être un petit peu plus tatillon sur la vérification de votre demande et ce pourquoi ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Les autres erreurs à éviter, évidemment, sur sa demande de PVT, ça va être de mal renseigner ses informations professionnelles. Donc, on sait que vous pouvez être pressé, mais c'est comme quand on rendait une copie, relisez-vous. Vérifiez que les informations sont bien les bonnes, qu'elles vous appartiennent bien, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ce genre de choses, que vous n'êtes pas trompé dans le numéro de votre passeport également. Ça peut arriver. Je me permets, pour qu'il n'y ait pas de doute, tu as dit des informations professionnelles, parce que tu es très professionnel, ces informations personnelles pour le coup. Voilà. J'étais encore sur la carrière dans la police, excusez-moi. Ça peut arriver de confondre, c'est l'erreur que tout le monde a fait au moins une fois, les 0 et les O. Donc, veillez bien à faire attention à ça. Et les 1 et les I également. Mais bon, vous le savez, si vous avez déjà voyagé, vous avez l'habitude. Ne partez pas également sans assurance ou sans les fonds requis. Il y a peu de vérifications pour l'Australie. C'est d'ailleurs les retours que vous voyez en premier. On est facilement attiré par le ne prends pas d'assurance ou pas grave pour la preuve de fonds, t'inquiète, moi personne n'a vérifié. Il suffit que vous tombiez sur un agent d'immigration qui suit à la lettre ce qu'on lui demande de faire et qui vérifie absolument tous vos documents. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne rentrerez pas en Australie. L'assurance est bien obligatoire à la fois pour couvrir le rapatriement et les soins de santé au quotidien. Quand on vous dit que les soins de santé en Australie sont chers, ils sont vraiment très chers. Ça peut aller très vite, ça peut aller vite pour un mal de ventre qui se transforme en appendicite et vous devez être hospitalisé ou être opéré. Vraiment, voilà, c'est pas pour vous faire peur, c'est surtout pour que vous soyez préparés, que vous sachiez à quoi vous attendre et surtout ne pas trop édulcorer un petit peu toute cette partie qui est quand même importante. Vous partez loin, l'Australie c'est loin. Si vous devez revenir pour un souci de santé, ça fait un voyage qui est quand même assez loin et assez onéreux pour se faire soigner. Donc vraiment, pas d'impasse sur l'assurance santé et en plus en ce moment jusqu'en novembre, vous avez 5% de réduction sur Globe PVT, sur le site de PVTist ou sur le site de whvaustralie.com. Donc vraiment profitez-en et puis assurez-vous bien comme il le faut. Les fonds requis, on l'a dit. Vas-y Julie. Non, je t'en prie, c'est juste parce que je voulais préciser que c'était jusqu'à fin novembre la date de souscription. On a eu plusieurs messages, donc il y en a qui partent début novembre, donc nickel. Mais ceux qui partent en 2026, il y en a plusieurs. C'est la date de souscription qui compte, donc c'est jusqu'au 30 novembre, c'est ça ? Voilà, si vous souscrivez et que vous partez en février, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir souscrit avant la fin novembre pour avoir les 5% de réduction. C'est toujours ça d'économiser. Voilà pour ma petite parenthèse. Exactement, mais tu as complètement raison. Et enfin, en dernière grosse erreur, en tout cas, qui peut être largement évitée quand vous faites votre demande de visa PVT pour l'Australie, ça va être de faire votre demande soit trop tôt, soit trop tard. Si vous êtes sûr de partir dans l'année qui arrive, vous pouvez faire votre demande de visa. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes juste très emballé et très pressé par le projet, mais vous savez que vous avez des choses qui arrivent, gardez en tête que vous avez 12 mois pour partir. Passé ces 12 mois, vous ne pourrez plus partir avec le PVT que vous avez obtenu. Donc, temporisez peut-être un petit peu votre planning et attendez vraiment d'avoir défini votre timing, à quel moment vous partez. Si de votre côté,
professionnellement, cette fois-ci, c'est le bon mot, vous êtes parti de votre contrat, etc., vous avez pu éventuellement démissionner ou quoi que ce soit, vous êtes libre en tout cas de tout engagement, là, vous pourrez le demander. En revanche, n'attendez pas non plus la dernière minute, puisque, je vous le rappelle, mais je l'ai précisé juste avant, les délais peuvent être quand même relativement aléatoires. Donc voilà, n'attendez pas le dernier moment et surtout ne prenez pas votre billet d'avion. Vraiment, on le répète et on martèle cette information-là, mais c'est vraiment très important. Exactement. On va pouvoir prendre vos questions si vous en avez, mais au passage, je vois que Maëva a posé 2 questions justement sur ton point précédent, à savoir les économies et l'assurance. Je me permets de revenir un petit chouïa dessus. Par rapport aux économies, c'est vrai, Lisa l'a dit, c'est quand même rare qu'il y ait des vérifications. Alors, autant au Canada, ils vérifient tout le temps, très souvent, les économies et l'assurance, autant en Australie, c'est pas forcément le cas. Ceci étant dit, on a quand même vu pas mal de gens, surtout depuis 1-2 ans environ, là, avec l'inflation qui touche un petit peu tous les pays du monde, avec aussi beaucoup de gens qui voient beaucoup de choses sur TikTok avec des hauts salaires, etc., et qui partent donc avec pas trop d'économies de côté. On a vu des gens rentrer prématurément faute d'argent. Donc, même si l'agent australien vérifie pas tes économies, nous, on te recommande vraiment d'avoir de l'argent de côté. Avoir de l'argent de côté, ça veut pas dire que tu vas tout dépenser. Ça veut dire que si tu as une galère, tu peux te payer un billet retour ou tu peux payer quelque chose dont tu as besoin. Par exemple, je sais pas si tu as un problème avec ton véhicule. Deuxièmement, c'est aussi profiter de ton PVT. Imagine, tu arrives quelque part, tes économies baissent un petit peu, tu rencontres des gens qui ont l'air incroyables, qui te proposent de partir 2 semaines en road trip, tu regardes ton compte, il y a $300, bon, bah, évidemment, tu vas leur dire non. Donc, en fait, c'est un mix de pouvoir parer à ce qui peut arriver, aux aléas, hein, ça peut toujours arriver, mais aussi profiter pleinement de ton PVT et pas être constamment en train de te dire je peux pas, bah, j'ai plus de sous, parce que du coup, bah, ton expérience, ça va être un petit peu gâchée par ça. Voilà, moi je trouve ça, c'est vrai que quand les gens rentrent au bout d'un mois, faute d'argent, ça me déçoit beaucoup. Ceux qui rentrent parce qu'ils aiment pas, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. On n'aime pas, on rentre. C'est une bonne décision. On va pas se forcer parce que plein de gens aiment bien. Voilà, c'est ça. Mais du coup, faites attention à la partie économie. Et puis la partie assurance. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Lisa. Moi, ça fait, vous le savez depuis toujours, que je suis sur pvx.net. Ça se compte en décennies maintenant, depuis 2025. De très belles décennies. De belles décennies. Et en fait, moi, j'ai eu des cas de gens qui ont eu des petits soucis de santé, qui ont eu une appendicite. Tu as mentionné ça. J'ai eu un PVTiste un jour qui m'a dit, j'ai eu une appendicite en Australie et j'ai eu une infection. J'ai dû être hospitalisée un moment. Bingo, de combien ça coûte? $30 000 la facture. Heureusement, il avait une assurance PVT. Juste, ça vous donne un peu de contexte. Un rapatriement. Malheureusement, on a eu un cas un jour d'un PVTiste. Il y a eu un cyclone ou une tornade. J'ai jamais trop fait la différence entre les deux. Il a voulu aller aider des gens qu'il connaissait. Il a été pris dans le cyclone et il s'est retrouvé dans le coma, rapatrié dans le nord de la France, etc. Et puis malheureusement, alors ça, on n'a tous pas envie d'y penser et loin de moi l'idée de vous faire peur pour rien, des fois, il y a des décès. On en a de temps en temps. Dans tous les pays, pas qu'en Australie, ça peut arriver. Comme ça peut arriver chez nous, ça peut arriver là-bas. Et alors là, on passe dans quelque chose de plus compliqué. C'est que quand vous n'avez pas d'assurance, la personne qui va devoir tout organiser en termes de rapatriement, et un rapatriement quand la personne est décédée, c'est autre chose, et tous les frais aussi liés à tout ça, c'est vos proches. Et là, j'ai remarqué que quand on dit ça, tout de suite, ça vient un petit peu plus vous chercher, et vous vous dites, ok, c'est combien déjà l'assurance? Aux alentours de 400 quelque chose l'année. C'est vrai que c'est un budget, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est un petit peu plus cher que le visa, c'est moins cher que votre billet d'avion. Je sais qu'il y en a qui se font offrir ça en cadeau de départ de la famille, de leurs parrains, leur marraine, leur cousine, je sais pas qui. C'est vraiment pas l'économie que vous avez envie de faire. Peut-être que vous aurez, comme beaucoup de gens, rien pendant votre PVT. Vous vous direz, je l'ai payé pour rien. C'est pas grave. En vrai, vous serez content d'avoir rien eu. Mais c'est important d'avoir quand même tout ça. Comme ça, quand vous partez, vous avez les économies, l'assurance. Vous êtes libre dans votre tête. Ouais, exactement. Et puis Maëva, pour te répondre, mais tu l'as peut-être vu dans le petit bandeau, nous, ça fait vraiment plus de 18 ans maintenant qu'on travaille avec l'assurance Globe PVT. Il n'y a pas de mauvaise assurance. Ce qu'il faut, c'est avoir une assurance qui couvre pour la maladie du quotidien, une angine, une grippe, une appendicite, enfin ce genre de choses. L'hospitalisation en cas vraiment d'accident ou autre et le rapatriement.
C'est vraiment ça qui est très important. Nous, Globe PVT, on bosse avec eux, donc on sait comment ils sont très bien. Voilà, prenez juste pas une petite assurance pas très chère ou une assurance qui va pas bien vous couvrir. Faites attention à avoir des plafonds très élevés, une assurance qui vous couvre bien pendant tout votre PVT. Et attention, il y a des assurances qui couvrent pas quand vous faites plusieurs PVT. On en a fait un article une fois qui s'appelle Quelle assurance quand on veut faire plusieurs PVT. Voilà, Globe PVT, c'est tout bon. Je sais pas si Lisa, tu as repéré une petite question peut-être dans les commentaires? Je suis restée dans l'ordre des questions. On a Célia qui nous demande si le PVT il est valable à partir de l'entrée sur le territoire ou de la demande de visa validée. C'est une très bonne question. Oui. Vous avez bien 12 mois pour partir en Australie une fois que votre visa est accepté, donc granted, c'est vraiment ce qu'on va vous donner comme mot quand votre visa sera accepté. Et une fois que vous rentrez sur le territoire australien, vous avez 12 mois complets de PVT. Donc c'est 12 et 12, quoi. 12 mois pour partir et 12 mois pour profiter de votre PVT pleinement sur le territoire australien. Ouais, c'est ça qui est très confortable parce que, imaginons, vous avez dit que vous vouliez partir en décembre et puis fin novembre, vous avez une opportunité d'emploi qui vous intéresse beaucoup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez d'argent ou il y a quelque chose qui vous retient ici, bah, tant que vous partez bien dans les 12 mois, bah, vous pouvez le faire. Ça, c'est plutôt confortable. Tout à fait. Maëva également nous demande, peut-on avoir une preuve de fonds d'un compte néo-zélandais où il vaut mieux avoir la preuve d'un compte français, pardon. Je dirais que tant que vous avez l'équivalent de 5 000 $ australiens et que eux, de toute façon, feront la conversion quand ils vérifieront, c'est pas un souci de où vient votre argent et sur quel compte c'est et dans quelle monnaie, en tout cas, tant que vous avez l'équivalent qu'on vous demande en dollars australiens. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment ça qui compte. J'avais un PVTiste qui m'avait dit qu'au sortir de la pandémie, enfin, en tout cas quand ils ont rouvert les frontières, les agents, ils avaient des petites calculettes et ils vérifiaient toutes les preuves de fonds, mais c'était vraiment en 2022. Et du coup, ils étaient habitués à convertir depuis toutes les monnaies. En fait, de l'argent, c'est ça qui compte. Tout à fait. C'est pareil pour les autres destinations aussi. C'est pareil pour le Canada, par exemple. On vient avec sa preuve de fonds en euros et c'est converti directement une fois que vous passez l'immigration. On a pas mal de questions là qui arrivent, Julie, sur la preuve de fonds, notamment le fait qu'elles doivent être traduites en anglais. Donc, de devoir télécharger un relevé de compte qui peut être en français. Vous pouvez demander une lettre de votre banque qui atteste de vos fonds, de la preuve de fonds que vous avez tout simplement, et vous pouvez la demander en anglais. Certaines banques demandent quelques euros pour vous fournir ce document-là et d'autres vous le font gratuitement. Vous pouvez leur demander directement ou bien faire traduire directement votre compte bancaire, votre preuve de fonds, votre attestation de la banque si éventuellement la banque ne veut pas le faire en anglais. C'est possible aussi. Exactement, parce que alors là, je vais donner deux scénarios. Le scénario vraiment officiel, ce serait de passer par un traducteur qui est reconnu par l'Australie. Vous l'avez peut-être vu passer, que ce soit sur whvaustralie.com ou PVTIS, vous avez un super bon plan en termes de traduction en anglais, mais validé par l'Australie avec Altus. Vous avez une réduction. C'est le plan le moins cher pour faire traduire son permis de conduire ou tout autre document que vous auriez besoin de faire traduire en anglais par un traducteur agréé par l'Australie. Pour autant, pour la demande de visa, ça fait des années, en tout cas dans le tuto PVTiste et peut-être aussi sur le vôtre, on a mis une lettre en anglais. Vous la téléchargez, vous mettez votre nom, la date, etc., la somme qui est sur votre compte. Et on vous conseille de la joindre avec votre preuve de fonds en français si votre banquier n'a pas pu vous la donner en anglais. Je ne peux pas vous garantir à 1000% que ça passe, mais alors depuis qu'on l'a mise en ligne, on n'a jamais eu de refus pour cette cause-là. Voilà, ça permet de ne pas faire traduire le document, mais les deux options sont possibles. En tout cas, vous avez ça devant les yeux. Je vois aussi Jean-François qui dit « J'aurai 8 000 € quand je pars, mais 5 000 au moment de la demande de visa. » De façon générale, que tu aies la même somme au moment de la demande de visa et au moment du départ, on recommande quand même d'avoir une nouvelle preuve de fonds quelques jours avant le départ en Australie, parce que si tu montres à l'agent qu'il y a 9 mois, tu avais 5 000 €, il va dire « Ouais, est-ce que l'argent est toujours là ?» Mais entre-temps, tu as pu tout dilapider, donc c'est bien d'avoir ne serait-ce soit une attestation bancaire, soit même un relevé de compte récent où il y a ta date, ton nom, la date et la somme que tu as sur ton compte. Voilà, ça peut toujours être bien d'avoir ça. Certains veulent le montrer sur le téléphone. Moi, je vous dis toujours, si vous tombez sur un agent un peu vieux de la vieille qui veut voir un document papier, c'est pas mal de l'imprimer, un peu comme le contrat d'assurance aussi, au cas où.
Ouais, tu as raison, ça c'est quand même un petit point qui peut vous enlever aussi un moment de stress arrivé à l'aéroport si on vous demande de vérifier vos documents. Comme dit Julie, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas envie de prendre votre téléphone, qui ne veut que des Ouais. documents papier et qui a envie d'être un peu chiant parce qu'il passe une mauvaise journée. Ah, c'est un petit peu coupé. Je ne sais pas si c'est moi qui coupe ou toi. Ah oui, Ah c'est toi qui as un petit peu oui, coupé. C'est parce que tu as été oui. médisante avec les agents d'immigration, donc ça t'a coupé le C'est ça, sifflet. ils m'ont entendu. Mais ils sont absolument adorables et tout se passe toujours très bien. Oui, Il y a globalement, pas de en fait, un agent d'immigration, si vous avez tous les papiers qu'il faut, et on va dire ça aussi pour ses copains douaniers, si vous mentez pas dans la petite fiche que vous remplissez dans l'avion, qui vous demande si vous avez une pomme dans votre sac ou de la terre, etc. Si vous mentez à personne, vous dites bien la vérité, tout se passe bien, ils sont sympas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est ça. Mais Si on imprimez vos résume. documents, vous serez tranquille. Exactement. Alors, Euh, la question de Maëva pour l'assurance, du coup, est-ce que je souscris maintenant selon toi quand on part dans 1 mois? Ou est-ce que c'est tôt? Tu peux souscrire maintenant et de toute façon, tu choisis la date à partir de laquelle elle est active. Donc, même si Oui. vous la souscrivez maintenant pour partir dans 2 ou 3 semaines, elle ne va pas s'activer quand vous êtes encore en France. Elle va s'activer à partir de la date que vous avez choisie. Parce que je vois que Lucas a également la même question. Oui. Est-ce qu'elle devient active une fois sur le territoire ou avant, dès la souscription? Elle devient active à la date que vous avez sélectionnée. Évidemment, prenez la date à laquelle vous arrivez. Essayez de bien caler votre décalage horaire sur l'activation de votre assurance aussi, que ça n'arrive pas le lendemain de votre arrivée, vous voyez, entre la France et C'est l'Australie. ça. Et, De façon générale, on recommande même de prendre l'assurance le jour du départ. Ça, c'est pas de bol, c'est s'il y a un problème dans l'avion, à l'aéroport, je sais pas, dans les airs ou pendant votre escale, hein, parce qu'on rappelle que, sauf si vous faites un Paris-Perth, vous aurez aucune chance de faire un vol sans escale. Donc, c'est vrai que les assurances, elles recommandent souvent de la prendre pour le jour du départ. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème de décalage horaire. Et s'il y a un souci quelconque en route, il n'y a pas de raison, hein. On ne veut pas vous faire peur, c'est au cas où. Et bien, au moins, vous serez assuré. Donc oui, comme dit Lisa, effectivement, même si on souscrit 3 mois avant, on ne paye pas 3 mois dans le vide, puisqu'on paye maintenant, tout à fait. mais pour un début, voilà, à la date choisie. Tout à fait. On a un commentaire de Talia qui nous donne plutôt un retour d'expérience qui peut être très intéressant pour vous et aussi les personnes qui regarderont en replay. À titre informatif, j'ai eu un cas particulier d'un cas particulier. Je suis réserviste dans l'armée de terre, mais ce n'est pas ma profession. Donc j'ai coché oui à la question formation au maniement des armes et j'aurais dû Ok. fournir des papiers faits par mon capitaine, ce qu'il n'a pas voulu faire. J'en ai parlé à l'état-major qui m'a dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai donc finalement répondu non à la question, ce qui ne me met pas très à l'aise, mais n'étant pas militaire de carrière, Mmh. je n'ai pas eu le choix. Je tenais à le dire parce que je n'avais pas trouvé les infos sur le forum. Alors en effet, c'est vraiment un cas particulier d'un cas particulier. C'est pas hyper fun qu'ils aient pas pu te fournir les documents. Est-ce que, Talia, tu as reçu ton PVT ou pas encore et c'est encore en traitement? Auquel cas, c'est peut-être un peu stressant pour toi cette situation. Je n'ai pas en tête quelqu'un qui était dans cette situation. Julie, peut-être toi en... Non, ça arrive qu'on ait des gens qui disent pas tout à fait la vérité sur leur voyage, tu sais, plus de 3 mois. Ça les arrange pas parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une visite médicale et on leur dit de pas mentir, hein, le conseil que tu donnais tout à l'heure. Là, ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'à cause de cette personne, tu as été obligé de mentir. Et moi, j'aime jamais dire de mentir dans les demandes de visa. Ceci étant dit, il saura jamais que tu as manié une arme un jour parce qu'il fallait que tu apprennes à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il faut toujours bien regarder comment est tournée la question. Ouais. Parce que je m'en souviens plus. Je suis en train de regarder. Avez-vous déjà suivi des formations militaires, paramilitaires et été formé aux armes et aux explosifs ou à la fabrication de produits chimiques biologiques? Ouais, bah du coup, tu te retrouves à faire une fausse déclaration. C'est pas, ouais, c'est pas cool. Moi, ta place, est-ce que j'aurais pas quand même mis oui et peut-être joint la réponse Ouais, être explicatif. du monsieur qui dit je ne vais pas te le donner. Mais peut-être qu'il te l'a dit de vive voix. Dans ce cas-là, t'as pas de preuve. Si c'est pour jamais avoir ton visa, c'est un peu bon. Heureusement, ça concerne pas tout le monde cette histoire, mais c'est pas très confortable pour toi. Mais Donc fais-nous attends. un retour, n'hésite pas que ce soit oui, je l'ai reçu.
Oui. Super. Donc, Talia a eu son visa. C'est ce que je me suis dit qu'il ne le Oui. saurait jamais. Bon, bah voilà, dans ton cas, c'est Hein, chouette et c'est voilà. passé. Si à un moment donné, il y a d'autres personnes là qui vont nous regarder ou qui nous regardent, qui sont dans le... Il l'a dit de vive voix, évidemment. S'il y a Bah d'autres oui. personnes qui sont dans ce cas-là, essayez d'avoir des documents écrits, des preuves, entre guillemets, écrites, que vous puissiez toujours pouvoir expliquer votre situation à l'immigration australienne si jamais vous êtes dans une situation inconfortable comme Talia a pu l'être. Ce sera toujours en votre faveur, évidemment, de tout avoir bien comme il faut. Oui, très bien. Alors, Ensuite, ouais, tu as la il y a prochaine question. Clémentine. Ouais, je t'en prie. Je me remets dessus parce que j'ai pas la Ah, liste sous alors les yeux. je l'ai devant les yeux si tu veux. Est-ce qu'il est pertinent de cotiser en plus de l'assurance Globe PVT, par exemple, à l'assurance maladie française par la Caisse des Français de l'étranger? Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, effectivement. Donc là, si on a des Belges, des Canadiens, je suis désolée, ce que je vais dire, ça vous concerne pas, mais pour les Français, on a la possibilité, en plus, effectivement, de son assurance PVT, de cotiser à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Ça coûte une trentaine d'euros par mois quand on a moins de 30 ans et c'est plus de 70 euros si je dis pas de bêtises quand on a plus de 30 ans. En gros, la CFE, elle va vous couvrir pour ce qui vous arrive à l'étranger qui n'est habituellement pas couvert par votre assurance PVT. Par exemple, une visite de routine, aller faire vérifier sa vue, faire un petit détartrage, ou encore aller voir un médecin pour quelque chose qu'on a déjà avant de partir, une maladie qui était déjà connue avant le départ. Eh bien ça, les assurances PVT, elles peuvent pas couvrir ça. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, si les assurances PVT devaient couvrir les maladies de tous ceux qui ont déjà quelque chose, en gros, en 6 mois, clac, la clé Ouais. sous la porte et c'est fini. Une assurance, elle marche parce que des gens comme moi ont rien pendant leur PVT, donc ils cotisent et ils coûtent rien. Et des gens ont des soucis de santé, donc ça vient s'équilibrer, voire un peu plus par là. Il faut quand même que l'assurance vive paye ses salariés. Enfin, vous comprenez le système. Les gens qui ont déjà des soucis de santé, qui vont devoir aller chez le médecin, faire des prises de sang, peut-être des scanners, prendre des traitements, pour des assurances qui coûtent environ 30-35 euros par mois, c'est pas possible. Donc, la CFE, elle va vous couvrir aussi pour ces choses-là, les visites de routine et les maladies connues avant le départ. Le hic, parce qu'il en faut toujours un, c'est que la CFE rembourse au même niveau que les plafonds de la sécurité sociale en France. Exemple, je vous dis n'importe quoi, un dermato est remboursé par la Sécu 31 euros. C'est peut-être pas vrai, pardon, j'en sais rien. Eh bien, si vous allez en Australie voir un dermato qui vous demande 180 $, la CFE va vous rembourser 31 euros. Il faut juste avoir ça en tête, ce qui fait que les gens qui n'ont pas de soucis particuliers de santé avant de partir, ils ont tendance à prendre que l'assurance PVT parce que je vous l'ai dit, c'est quand même, ça double au minimum votre budget assurance de prendre la CFE tous les mois. Et puis ceux qui ont des soucis de santé, ils font des calculs. Ok, si je vais chez le médecin, que je paye de ma poche, combien ça me coûte? Voilà, des choses un petit peu comme ça, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Tout à fait. Bah, c'était très complet, mais je n'ai rien à rajouter. Mais oui, globalement, si vous n'avez pas un souci de santé particulier, c'est pas forcément ce qu'on recommande, quoi. C'est ça. On a Célia qui pose une question très intéressante. Si on est déjà en Australie en visa vacances, peut-on faire la demande de PVT depuis là-bas et l'obtenir sans devoir rentrer en France? Alors non, Célia, à l'exception faite du deuxième et du troisième PVT, si vous êtes toujours en cours de PVT 1 ou 2, vous devez sortir de l'Australie pour faire votre demande de PVT. Donc que vous soyez français ou belge, vous devez la faire en ligne depuis partout dans le monde, sauf depuis l'Australie. Donc là, il faudra malheureusement sortir du territoire pour que tu puisses faire ta demande. C'est ça. En tenant compte, des fois, des délais un petit peu longs. Ça se trouve, tu vas décider d'aller au Vietnam ou en Nouvelle-Zélande parce que tu as ce statut de touriste. Tu y vas. Peut-être qu'en 5 minutes, tu auras ton visa, comme c'est le cas de beaucoup de gens. Mais peut-être que tu vas devoir rester au Vietnam ou en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines, pendant 8 semaines, parce que ton dossier prend du temps. Donc, voilà, faut que tu sois prête à envisager toutes les solutions parce que tu ne pourras pas revenir en Australie tant que tu n'auras pas eu ton PVT à l'extérieur. Voilà. Tout à fait. Gabriel nous demande si on décide d'alterner vacances-travail comme vous l'avez fait. Donc, je pense, Julie, que tu as inspiré plus d'une personne. Comment ça se passe au niveau du contrat de travail avec l'employeur? Doit-on obligatoirement n'avoir que des CDD pour pouvoir le faire? En général, de toute façon, je trouve qu'en PVT en Australie, on signe jamais vraiment des choses à trop long terme. Généralement, dans les pays anglo-saxons, on parle de contrat temporaire et contrat permanent. Le permanent, ça ressemble à un CDI, mais finalement, un CDI, entre guillemets, en dehors de la France, j'ai l'impression que ça se casse un peu assez facilement. Donc, c'est vraiment que
que des termes qui sont choisis pour déterminer si l'entreprise cherche à recruter à long terme ou pas. Mais en vérité, effectivement, on accepte généralement des contrats temporaires. Moi, je sais que quand je suis arrivée, j'ai trouvé un tout petit contrat pour distribuer des flyers, puis un autre pour bosser dans un solarium. Et en fait, on n'avait même pas mis de durée particulière, je crois, pour le solarium. Et puis, quand j'ai décidé de quitter Sydney, je lui ai dit, voilà, je vais partir d'ici 3 semaines, un mois. J'ai posté un peu sur les réseaux, les réseaux qui n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai trouvé une PVTiste française qui a repris ma place, ou une Belge, je crois. Et puis après, quand j'ai bossé dans les fermes, j'ai signé des contrats. Puis finalement, c'est quand tu pars que tu leur dis, je vais arrêter dans 2 semaines. Tu vois, c'est un petit peu, c'est souple quand même. C'est pas aussi... comment dire, c'est pas aussi carré. Ouais. C'est ça. C'est plutôt votre bienséance à vous. Vous prévenez un petit peu en avance pour dire, voilà, là, je serai plus là à partir de telle date. Si la personne veut vous remplacer ou juste pour qu'elle prévoie que, il y aura une personne en moins, par exemple, dans l'exploitation si vous êtes en ferme. Mais c'est vrai que... Et puis, d'un côté comme de l'autre aussi, côté employeur ou côté employé, si les récoltes arrivent à leur terme, si le job que vous faites, si le ménage, par exemple, tout ce que vous pourrez trouver arrive à son terme, soit vous partez, soit la personne vous remercie. Et puis, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Oui, tout à fait. Donc oui, pas de pression là-dessus. Faites juste attention. Est-ce que globalement, j'ai signé des contrats avec tout le monde? Ouais, même avec les fermes et tout. Je me rappelle, c'était des one-pagers, là, c'était assez rapide. Mais faites juste attention, si un jour vous signez rien, à bien être payé rapidement pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer. Bon, encore une fois, c'est pas partout comme ça, mais de façon générale, soyez vigilants à ce que ce soit pas trop cool non plus, quoi. Voilà. Exactement. Et je me permets de rajouter aussi quelque chose sur la signature d'un contrat ou en tout cas d'une page d'accord entre les deux parties. Si vous devez renouveler votre visa, mais encore une fois, on aura une conférence spécifique là-dessus, essayez d'avoir toutes vos preuves de boulot, etc. Et ça peut en faire partie de pouvoir signer un contrat de travail. Donc, au moins, vous êtes tranquille. Et encore une fois, un stress en moins. Vous savez que vous avez tous les documents auxquels vous pouvez être habitué en France, qui seront évidemment différents, mais au moins, vous avez des pièces justificatives pour vous. Tout à fait. C'est le moment, je pense, de rappeler qu'on abordera la question de la recherche de job mardi 9, parce qu'on a tout un tas de conférences. Vous avez dû le voir, il n'y a pas qu'aujourd'hui. On vous retrouve demain pour une autre conférence, lundi, mardi de la semaine suivante et celle d'après encore. Et puis les mercredis midi, des lives Insta, questions-réponses avec parfois une thématique un peu pour vous orienter. Vous allez nous voir tout le mois de septembre. Exactement. On a Alexis qui nous dit, perso, j'ai utilisé votre lettre et ça a marché. J'ai eu le visa en moins de 5 minutes. Ok, la lettre en anglais pour joindre au relevé de compte. Eh bien, écoute, trop bien, super. Emmanuela, comment il s'appelle le super bon plan pour traduire les documents? Alors, vous verrez sur un site ou sur l'autre, peu importe sur lequel vous allez, ça va s'appeler Altus Language Services. On va pouvoir vous envoyer le lien, je pense, dans le chat. Vous aurez affaire à Trévis et son équipe, qui sont des personnes absolument adorables. Et les traductions arrivent généralement un jour ouvré. Donc voilà, quand vous avez besoin, ils sont disponibles et vous avez la promo de 10% sur ce bon plan avec nous. Oui, parce qu'on voit d'autres offres qui sont le double. Ne payez pas ça. Payez le moins cher. Tout l'argent que vous pouvez garder, je vais vous dire, ça vous servira à sauter en parachute. Moi, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande pendant mon PVT en Australie. Du coup, je sais pas, il y en a qui nagent avec des requins-baleines. Il y en a qui font tout un tas de trucs, de la plongée aussi. Donc, voilà, sans virer radin, profitez des offres telles que celle-ci parce que c'est vraiment moins cher. Et c'est tout aussi efficace. On nous demande des fois pourquoi est-ce que c'est moins cher que les autres. C'est juste que Trévis fait ses prix à lui. C'est pas nous qui avons demandé un tarif particulier pour vous en dehors du code promo, évidemment. Mais voilà, c'est juste que ce sont ses tarifs à lui. C'est ça. Puis avec le volume, vous êtes quand même beaucoup à l'utiliser. Donc, je pense que il s'y retrouve aussi. Donc, c'est ça. Plus vous allez être à l'utiliser, plus il a de chances de ne pas augmenter ses prix, j'imagine. Donc, tant mieux pour vous. On a Eugénie qui nous pose une question sur la visite médicale. Elle nous dit, j'ai dû passer une visite médicale avant qu'on me valide mon visa. Est-ce qu'il y a une date de péremption des examens médicaux que j'ai faits? Pour info, j'ai reçu mon visa le 4 août 2025. Examen réalisé fin juillet 2025. Départ prévu pour mi-fin juillet 2026. Je me posais la question s'il faut refaire des examens avant.
C'est une bonne question parce que tu vois, pour le Canada, c'est un vrai sujet qui est toujours Ouais. pas toujours bien compris même par les agents eux-mêmes à l'arrivée. Mais alors pour l'Australie, j'ai vraiment l'impression que c'est au moment de la demande de visa, ils veulent vérifier que tu as pas des soucis de santé de type tuberculose, mais finalement après, tu auras pas besoin de la repasser, sauf peut-être, mais ça, on n'a pas eu de retour. Sauf peut-être si tu as passé une visite médicale parce que tu souhaites travailler dans le domaine médical ou avec des enfants. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce retour pour l'Australie, donc je pense qu'ils s'embêtent pas la vie. Tu l'as passé une fois et ça a l'air d'être bon, parce que j'ai jamais vu on n'a rien vu là-dessus, hein. J'ai Non, l'impression. en fait, disons que donc encore une fois, c'est aussi un sujet, le fait que les contrôles en Australie, quand vous arrivez, soient plus light que le Canada, qu'il y en ait moins, etc. C'est vrai qu'on a moins de retours de PVTistes où ça a bloqué ou bien s'est passé, parce que juste, ils sont pas passés par cette case-là. Donc, voilà, le mieux, c'est toujours que ce soit toujours en cours de validité, mais a priori, ça n'a normalement pas trop posé de soucis. Sauf si peut-être un domaine médical, comme disait Julie, où là, c'est vraiment important quand même qu'ils puissent vérifier que vous n'avez rien de particulier à la visite médicale, quoi. En tout cas, si c'est comme le Canada, elle est valide 12 mois. Mais comme toi, tu voudrais partir moins de 12 mois à partir de la date où tu as passé la visite médicale, tu devrais vraiment pas être embêté là-dessus. Tout On a à une fait. autre question d'ailleurs, visite médicale, hein, c'est un peu le sujet. Là, il y a Jean-François aussi qui nous dit qu'il a fait un volontariat européen en Roumanie pendant 12 mois et que c'est un pays à risque de tuberculose. Est-ce qu'il faut faire la visite médicale d'office avant qu'elle le demande? Je te dirais non, parce que c'est quand même un petit budget, hein. Je ne sais pas exactement combien vous avez payé les autres, mais c'est aux alentours de 250 € facile, je pense, si ce n'est un petit peu plus. Donc moi, j'attendrai, mais quand même, je pense qu'ils vont te la demander. Mais j'attendrai quand même. T'en penses quoi, Elisa, toi? J'attendrai aussi, tout simplement pour les raisons que tu viens d'évoquer. C'est un budget. Si ça figure dans leur liste, c'est quasiment sûr d'office qu'ils vont te la demander, mais on ne sait jamais. Aussi parce que peut-être qu'ils pourront te demander autre chose. Peut-être que, voilà, on ne sait jamais. Il ne faut jamais trop prévoir à l'avance. Une fois que tu seras dans ta demande, là, s'ils te demandent une visite médicale, tu la feras. On ne sait jamais s'ils ne te la demandent pas, ça te fera quand même des centaines d'euros d'économiser. Et c'est toujours Ouais. ça remis dans ta preuve de fond. Donc, c'est bien d'anticiper, en tout cas, toi, d'avoir l'info, de savoir qu'éventuellement, on pourra te le demander et tu peux prévoir ce budget-là. Mais je dirais, pareil que Julie, quand même attendre qu'ils te la demandent de manière officielle. Éventuellement, regarder donc dans un des 2 tutos, la liste des médecins agréés et peut-être regarder sur Doctolib s'il y en a un qui est pas très loin. Si tu vois que sa prochaine date de rendez-vous, c'est le 3 décembre, peut-être prendre un rendez-vous maintenant, quitte à l'annuler si l'Australie te le demande pas. Ça pourrait être ça que tu peux faire en anticipation plutôt que de passer la visite médicale elle-même. Tout à fait. Voilà. Alors, bonne question, on nous a demandé si on allait parler de la retraite dans une des prochaines présentations. Alors, ce que je peux simplement vous dire, c'est que on ne cotise pas à la retraite pendant un PVT en Australie. Il n'y a pas d'accord avec la France. Autant dans d'autres pays, c'est le cas. Mais par contre, on cotise en Australie à la superannuation, qui est surnommée la super. Je pense que ça va être abordé par Morgane et toi, peut-être sur les démarches à l'arrivée. Exactement. Ça sera prévu au programme sans aucun souci et on prendra du temps pour en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est un autre système de ce qu'on a en France, de ce que vous pouvez avoir en Belgique, etc. Donc, on prendra bien le temps de détailler ça à la prochaine conférence sans aucun problème. Donc, ce sera peut-être celle de lundi plutôt, c'est ça? Celle de la chronologie préparatif, non, tout à fait. Ouais, ce sera plutôt lundi ça, 8. s'installer en Australie, ouais. Ok. Et puis, si tu n'es pas dispo, hein, bien sûr, il y aura les replays dans tous les cas. Et dans tous les cas, on reste toujours dispo sur les réseaux sociaux, sur le forum, voilà, partout. On essaye d'être partout à la fois et surtout d'être réactif. Donc, s'il y a la moindre question et le moindre détail qui vous manque, il ne faut pas hésiter. Tout à fait. Évidemment, moi, je vous invite à nous suivre sur Insta, sur le compte PVTisme, mais vous pouvez bien évidemment aussi suivre le compte WHV _ le petit trait du bas Australie, parce que je trouve que les deux comptes se complètent bien. C'est vrai que nous, PVTisme, c'est un peu généraliste. On essaie de donner de l'info qui peut intéresser tout le monde, alors que WHV _ Australie, c'est un compte 100% Australie. Mais en plus, je sais que vous amusez un petit peu plus que nous sur les trucs un peu marrants. Et perso, je suis fan du compte. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à les suivre. Et puis, comme ça, vous manquerez aucune info. Comme tu le disais, vous parlez des délais, des éventuelles augmentations du prix du visa. Souvent, c'est le 1er juillet, ce genre de choses. Donc, c'est un bon compte à suivre. Je ne peux pas dire mieux. On est un très bon compte à suivre. Vous aurez toujours affaire à Morgane et moi dans les
messages privés, les commentaires, etc. Donc, voilà. Au moins, vous aurez votre visage, vous pourrez mettre un visage sur un nom quand on vous répondra. Exactement. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, puisqu'en fait, c'est pas moi qui travaille dessus, donc je peux me permettre de le dire, c'est pas prétentieux. Si jamais vous repassez pas après sur les autres conférences parce que peut-être vous êtes un peu tôt dans votre projet, vraiment sur whbaustralie.com, vous avez des trucs trop bien. Je pense notamment à un guide PDF sur les villes australiennes, si vous hésitez sur votre ville d'arrivée, sur l'achat et la revente d'un véhicule. Il y a des choses à savoir aussi. Et sur les mines en Australie, on sait que vous êtes très nombreux à vouloir bosser là-dedans parce que ça paye. Ça paye, oui, mais il y a quand même des choses à savoir. Et surtout, il y a beaucoup de e-books, de machins qui sont payants sur Internet. Vraiment, whbaustralie.com, pvtis.net, notre credo, c'est vraiment que tout reste gratuit. Donc, allez pas dépenser vos sous n'importe où. Prenez ce qui est gratuit. Suggérez-nous des choses si vous voyez qu'il manque un PDF un guide qui serait super bien. Et gardez vos sous. Vraiment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par vous-même, même si vous parlez super mal anglais. À l'arrivée, la banque, le téléphone, mais au contraire, allez-y voir le banquier avec votre anglais micro-chef espagnol. Ouais, c'est pas grave. Tant mieux, vaut mieux que ce soit sur le banquier, sur l'opérateur téléphonique, sur le mec de l'auberge. Comme ça, vous allez vous détendre et après, aux entretiens d'embauche, vous serez meilleur. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Puis en plus, vous êtes tellement nombreux à aller en Australie que en fait, on ne se dit pas « Oh, quel est cet extraterrestre qui parle mal anglais ou qui a un accent français ?» Ils en ont vu et entendu d'autres. C'est fait aussi partie du jeu. Vous partez aussi pour vous améliorer si vous ne parlez pas complètement anglais. Voilà, faut juste se lancer, pas avoir honte aussi, parce qu'on a pas mal de personnes qui disent « Mais j'ai honte de mon anglais. » Bah non, en fait, il ne faut pas avoir honte. Eux ne parlent peut-être pas du tout français ou alors ont un très mauvais accent. Donc pas de problème. Le mauvais accent, c'est international et universel. Mais c'est sexy, ils disent. J'ai entendu ça toute l'année. Et je me permets une mini parenthèse parce que Julie parlait justement des guides qu'on met à dispo sur le site. On va en faire un très bientôt sur tout l'univers des fermes, des récoltes, les saisons, etc., qui sera très complet. Donnez-nous juste le temps de pouvoir l'écrire et de le mettre en page, mais vous en aurez un autre très bientôt. Donc voilà, comme elle le dit, n'hésitez pas et c'est avec vos retours qu'on peut avancer et aussi mettre à jour le maximum d'informations possibles et se tenir au courant des nouvelles règles quand on les loupe parfois si ça peut arriver. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, on prendra pas mal du tout. Parfait, exactement. Il y a Clémentine qui revient un petit peu sur la CFE et c'est vrai que c'est pas ce que j'ai abordé tout à l'heure, la Caisse des Français de l'étranger. Est-ce qu'on trouve ça pertinent d'y cotiser pour garder ses trimestres de retraite en France? Parce qu'il y a un autre pan en fait de la CFE qui n'est pas par rapport aux soins de santé. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux écoles là-dedans. Clémentine, il va falloir que tu choisisses la tienne. Il y en a qui se disent on n'aura pas de retraite de toute façon et qui vont pas cotiser. Et il y en a qui vont se dire ce serait dommage de perdre des trimestres parce que voilà, ça, je le regretterai plus tard. Pareil, dors dessus, vois ce qui est le mieux pour toi. Moi, j'ai pas du tout cotisé. Après, je spoil un peu, mais la superannuation, du coup, vous allez cotiser, vous allez en récupérer un petit pourcentage, un petit tiers, un gros tiers. Mais ça correspond évidemment peut-être pas à des trimestres de retraite, donc je sais pas trop quoi vous conseiller là-dessus. Je sais pas combien ça coûte, donc il y a un petit calcul à faire aussi là, je pense. Est-ce que tu peux te le permettre ou est-ce que ça va un peu t'étrangler financièrement alors que l'argent serait peut-être plus utile en Australie? À voir. Tout à fait, tu as complètement raison. Clara nous dit, concernant l'assurance PVT, est-ce qu'elle nous couvre également si on part en vacances dans un autre pays durant notre PVT? C'est une très bonne question et la réponse c'est oui. Ça vous couvre également dans vos côtés tourisme à l'extérieur de l'Australie. Donc c'est quand même relativement utile. C'est un élément à prendre en compte aussi. Tu as complètement raison Clara. Il suffit que vous partiez en vacances, que vous glissiez sur une marche en allant faire de la plongée. Je ne vous le souhaite pas, encore une fois. Mais voilà, il vaut mieux être prudent et prévoir plutôt que de devoir pleurer après. Et oui, ça vous couvre bien pendant vos vacances. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Petite précision. Vous commencez votre PVT, votre assurance commence, vous allez 26 fois à l'étranger, vous aurez raison de le faire, vous êtes couvert partout. Par contre, si vous allez un petit peu en Thaïlande une semaine avant votre début de PVT ou un tout petit peu après votre PVT, là, vous êtes hors PVT, il faudra prendre une assurance voyage normale. Voilà, juste cette précision-là. Mais quand votre PVT commence, si vous sortez du pays et revenez, ça, c'est bon. C'est inclus dedans et effectivement, c'est important. On ne sait jamais. Il peut se passer des choses pas graves aussi. Mais des fois, c'est quand même toujours un 400 €. On est bien content d'être remboursé. Tout à fait.
Alors, donc ça, c'est toi pour Nati. J'ai vu sur Ouais. Internet que certains parlaient d'un National Police Check. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment essentiel? Alors, pour moi, ça sert quand tu vas dans un autre pays, mais peut-être que je me trompe. Moi, par exemple, je suis en plein dans des démarches pour aller au Canada. Et ben, comme j'ai vécu en Australie, ils m'ont demandé effectivement un police check et même d'autres documents de l'Australie pour vérifier que j'avais pas eu de soucis avec la justice là-bas. Mais pour un PVT, pourquoi on pourrait te le demander? J'avoue que je Euh, vois pas, je regarde, hein, peut-être un truc qui nous échappe. Parce peut-être. qu'en vérité, tu veux dire peut-être qu'ils te le demandent dans la demande de visa. Ça, c'est si tu déclares que tu as, je viens de comprendre que c'est ça. Reprenons le sujet du jour, qui est la demande de visa. Oui, c'est par exemple, si tu as déclaré que tu avais eu des soucis avec la justice, ils vont te demander ce que c'était. Et donc, ils peuvent te demander un certificat de police, en fait, que tu vas demander gratuitement sur le site du ministère de la Justice en France, si tu es française. Et en gros, ça va leur permettre de voir si c'est, allez, tu avais 18 ans, il y a eu une baston dans un bar et tu étais dedans, pas grave, ou si tu as été accusé de trucs beaucoup plus graves, tu vois, de choses qui fait que le pays ne veut pas de toi. C'est pas parce que vous avez un casier judiciaire que vous aurez un refus de PVT, c'est au cas par cas. Et les pays sont pas tous sévères Mmh. pareil. Exemple, j'avais eu un cas un jour d'un PVTiste qui m'a dit oui, j'ai suivi ton tuto, donc j'ai dit la vérité, j'ai eu un problème de cannabis au volant. Là, je me suis dit, aïe, parce que je vous le dis tout de suite, pour le Canada, c'est mort, sauf si c'était il y a plus de 5 ans. L'Australie, il a eu son PVT. Donc, je ne sais pas s'il a eu de la chance ou si ils sont un peu laxistes là-dessus, mais c'est que du cas par cas. Donc, c'est peut-être ça que tu as vu, mais en tout cas, tu ne dois pas systématiquement joindre un certificat. Ici, il dit oui, c'est ça. Donc, tu étais en plein Ouais, dedans. ok, donc moi, je ne l'ai pas eu à en joindre. Beaucoup de gens n'ont pas besoin. C'est vraiment si tu réponds oui à une des questions de la justice. Alec, du coup, par rapport au relevé de compte, est-ce qu'il doit obligatoirement être traduit en anglais? Donc, on l'évoquait, soit ta banque va t'en donner un en anglais parce qu'elle fait ça, soit tu vas faire traduire ton relevé de compte par un traducteur, soit tu tentes comme, je crois que notre tuto vidéo, il a été vu 90 000 fois et dedans, je parle de la lettre. Donc, une petite lettre qu'on a notamment dans le tuto sur pvtis.net et donc aussi, je pense, sur WHV Australie. C'est une lettre qu'on vous a fait au modèle en anglais. Vous mettez votre nom, la date, la somme que vous avez sur votre compte. Et en gros, vous le joignez à votre relevé de compte. On ne peut pas vous garantir à 100%, j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous, on ne travaille pas pour l'immigration australienne, mais on ne peut pas vous garantir que ça passera. Mais dans les faits, ça fait des dizaines de milliers de PVTis pour qui ça passe. Et Alexis, ici, du coup, a dit également qu'il l'avait utilisé et que ça avait bien marché. C'est ça. En théorie, c'est toujours le cas. Voilà. Je pense qu'en fait, l'Australie demande ça à tous les gens qui demandent des PVT. Il y a le Working Holiday Visa, il y a le Work and Holiday Visa. Donc, ils demandent la même chose à tout le monde pour la partie économie. Mais je suis persuadée qu'il y a des pays où, hop, 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 hein, quand on voit qu'on a un PVT parfois dans la minute où on a fait la demande, il n'y a pas d'humain qu'à regarder, c'est sûr. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça passe cette fameuse lettre. Mais en tout cas, voilà, ça peut te faire l'économie d'un traducteur quand même. Tout à fait. Oui. Lucille, est-ce que ça vaut vraiment le coup une traduction NATI, pièce d'identité, ordonnance et passeport ou seulement la preuve de fonds suffit? Alors votre passeport, normalement, comme c'est un document international, vous n'avez pas besoin de le faire traduire. Donc la pièce d'identité, non, ça ne vaut pas le coup. Ordonnance, si éventuellement vous amenez des médicaments, des traitements, etc., toujours dans une réserve de 3 mois max de traitement pour l'Australie. Éventuellement, ça peut vous être demandé si vous avez des bagages qui sont contrôlés, donc ça pourrait être utile, une traduction en tout cas en anglais. C'est ça. Une traduction de NATI, pour ceux qui se demandent, c'est justement la traduction agréée par l'Australie. Donc, c'est surtout pour les permis de conduire que les gens l'utilisent et éventuellement peut-être des gens à qui on va demander un diplôme parce que ils ont trouvé un emploi où il faut vraiment avoir un diplôme et tout. Mais c'est vrai que pour le reste, t'embête pas trop. Puis pour l'ordonnance, si ton médecin peut juste peut-être... En fait, en général, l'ordonnance, elle va être le nom du médicament. Et si tu emmènes des choses avec toi, c'est ça, c'est plutôt une lettre qui explique ce que tu as qui va être en anglais. Parce que l'ordonnance, si souvent ils mettent quand même une fois par jour, oui, peut-être que ça, ils pourraient Après, mettre. tu peux avoir l'équivalent en lettres écrites en anglais de ce à quoi ça correspond et tu auras au moins ton ordonnance officielle qui sera, elle, en français ou dans la langue, voilà. Ouais, voilà. Et une lettre explicative à côté, mais une traduction NATI officielle par l'Australie, c'est pas quelque chose qui sera demandé pour ce document-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais te laisser refaire le petit point sur pourquoi les gens ils traduisent leur permis de conduire. Un permis international, ça suffit pas en Australie, Elisa?
Non, ça ne suffit pas. Vous avez des États qui demandent à avoir un permis australien, une traduction officielle NATI. Il faut savoir que l'Australie, ça fonctionne un peu, mais de toute façon, ce sujet du permis de conduire, on y reviendra à une autre conférence, hein. Mais il faut savoir que ça fonctionne un peu comme le Canada. Au Canada, vous avez aussi des provinces qui ont leurs propres règles, en plus des règles du Canada de manière générale. L'Australie, c'est pareil. Vous avez des États qui fonctionnent avec leurs propres règles, en plus des règles de l'Australie de manière générale. Je pense par exemple au Queensland qui va vous demander d'avoir une traduction NATI ou un permis australien et pour qui le permis international ne va pas fonctionner. D'autres États dans lesquels vous allez pouvoir conduire juste un certain nombre de semaines ou de mois avec un permis international et après, il vous faudra une traduction ou un équivalent de permis australien. Donc, encore une fois, ce sera un thème à part entière parce qu'il y a beaucoup de détails à donner, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, c'est important que vous ayez toutes les infos. On vous les donnera. On va rien vous cacher du tout. Mais du coup, je vous fais un peu de teasing pour les prochaines conférences. Mais en tout cas, voilà, bien retenir qu'il y a des règles dans chaque État et ça vaut vraiment pour tout. Et le permis et la traduction NATI en font partie. Tout à fait. Ce sera des sujets importants. En fait, c'est bien de comprendre un petit peu tout le fonctionnement, parce que c'est juste en cas de contrôle de la police, peut-être que ça vous arrivera jamais, mais pour 22 € la traduction, on n'a pas envie de s'embêter, j'ai envie de dire. Ça coûtera moins cher qu'une amende ou un problème avec la police australienne. Exactement. Alors, je rappelle, on va prendre la dernière petite question, je pense, de Rémi, puis après, à mon avis, on va arrêter parce que ça fait un petit peu plus d'1 heure. Mais je rappelle juste que la conférence de demain, qui sera aussi à 18 h, heure française et belge, ce sera du rêve au départ, la chronologie des préparatifs. Donc, du semi-boring et du plus intéressant, les préparatifs, c'est pas marrant, c'est des papiers, mais c'est très important. Donc, voilà, et normalement, vous allez retrouver aussi Morgane. Si la météo et Internet. Voilà, exactement. Donc, il pourra aussi vous faire part parce qu'on a chacune notre sensibilité par rapport à notre PVT. Donc, je trouve ça intéressant. Moi, j'essaie de vous transmettre un petit peu ce que ça m'a apporté, à quel point c'était génial. Puis Morgane pourra aussi le faire demain, même si elle parle de l'administratif avec Lisa. Mais juste pour terminer, il y a une petite question de Rémi qui dit: je fais du hors-sujet pendant vos vacances en Nouvelle-Zélande. Combien de temps avez-vous fait pour profiter pleinement de ce pays en mode touriste? Super bonne question. J'avais que 2 semaines parce que j'allais après en Asie, tout avait été réservé. Du coup, j'ai vu que l'île du Sud, qui était trop belle. Enfin, j'ai vraiment adoré, mais je me suis dit un jour je reviendrai ici parce que j'étais déçue de pas avoir vu plus, pardon. Et donc en 2018, j'avais un peu de temps. Je me suis dit j'y retourne. J'y suis allée 3 mois et là j'ai pu vraiment bien explorer l'île du Nord, qui a quand même rien à voir, qui est moins fjord, montagne, paysage un peu spectaculaire, mais qui est beaucoup plus Seigneur des Anneaux. C'est là qu'il y a Hobbiton, c'est là qu'il y a le Mordor, hein, donc le Tongariro. C'est hyper, comment dire, imprégné de la culture maori, alors que dans le sud, j'ai pas trouvé, mais dans le nord, vraiment beaucoup. Donc, si ça vous intéresse beaucoup, toute la spiritualité maori, comprendre la culture et tout, je dirais au moins 1 mois. Au moins. Peut-être que vous courrez un petit peu, mais vous ferez pas tout. Mais vous ferez beaucoup de choses. La Nouvelle-Zélande est beaucoup plus petite que l'Australie, donc pour ça, c'est vraiment génial. On peut voir beaucoup de choses enfin, avec 1 mois en Australie, tu vois quasiment rien. Et avec 1 mois en Nouvelle-Zélande, tu vois quasiment tout. Quasiment, j'ai bien dit. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, je rajoute juste un mini point. En 1 mois en Australie, on ne voit pas du tout. Tout le pays est immense. Donc, quand on en reparlera pendant la chronologie des départs, etc. Mais pour prévoir votre PVT, pour aussi prévoir votre arrivée, etc., vous verrez qu'on dira d'avoir des objectifs aussi et de définir vos envies et vos besoins, puisque l'Australie est un pays qui est extrêmement vaste, extrêmement grand. Et Morgane vous en reparlera aussi. Elle a tenté de faire un peu le tour du pays en van, etc. Vous verrez, son aventure est très chouette. Mais même en 1 an, ça peut être un petit peu juste. Donc voilà. Oui. Encore un peu de teasing pour les prochaines. Ouais. Si ça vous intéresse, revenez avec nous et puis on vous en parlera en détail. Exactement. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos interactions, vos questions. On espère que cette première conférence vous a été utile. Moi, je vous laisse entre de bonnes mains demain, mais je vous retrouve donc mercredi midi sur Insta, sur le compte WHV_Australie et sur le compte PVTiste. Et puis voilà, ce sera des questions sur tous les sujets, tout ce qui vous vient. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Ce sera un grand plaisir comme d'habitude. Tout pareil que Julie, merci beaucoup. C'était très sympa. Et puis moi, du coup, je vous retrouve demain et chaque lundi et chaque mardi du mois de septembre. Exactement. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.